Et voici Crime Story. Raconté par Serge Sauvian, aujourd'hui La leçon de choses de Francis Nevins Junier. Barbara Blair ne sait pas trop pourquoi elle a décidé de faire ce détour en rentrant de Los Angeles à New York. Il y a 4 ans qu'elle n'a pas mis les pieds dans cette petite ville du Middle West où elle a passé toute son enfance. Et cela ne lui manque pas. D'autre part, elle aurait très bien pu appeler son père de Los Angeles ou de Manhattan pour lui annoncer la décision qu'elle a prise. Mais peut-être, au fond, préfère-t-elle rencontrer son père en chair et en os pour juger de sa réaction. En règle générale, chaque fois que c'est possible, elle préfère se rendre compte par elle-même. À 22 ans, Barbara a parcouru des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres dans le ciel. Pour elle, aujourd'hui, prendre l'avion représente plus une corvée qu'un plaisir. D'ailleurs, un signe qui ne trompe pas, elle se moque éperdument d'être assise ou non près du hublot. Aussi achète-t-elle une pile de journaux à l'aéroport international de Los Angeles. Une des nombreuses manchettes qui attirent son attention est la suivante. La Cour suprême décrète que la peine de mort n'est ni cruelle ni inacceptable. Une fois le 707 en altitude de croisière, Barbara déplie un des journaux et s'attaque à l'article qui a attiré son attention. En substance, l'article dit ceci. En 1972, la Cour suprême a déclaré non constitutionnelle la peine capitale telle qu'elle était appliquée à l'époque dans les États. Cela dit, la plupart des États avaient aussitôt répliqué en promulguant de nouvelles lois prenant en compte les objections sudistes. Aucune exécution n'avait eu lieu depuis l'arrêté de 1972, car la Constitution interdisait les sanctions cruelles et humainement inacceptables. Il restait encore à la Cour à se prononcer sur la question de savoir si le châtiment suprême entrait dans cette catégorie. D'après l'article du journal, la voie est libre désormais, et plus rien ne s'oppose à l'exécution de grands criminels condamnés à mort. Le voyage se déroule sans problème et il est 5 heures lorsque Barbara prend un taxi dans le quartier des affaires. Au building de la Fidelity National Bank, elle règle sa course et descend sans se presser car elle sait que son père ne quitte jamais le bureau avant 6 heures du soir. Sans même jeter un regard à l'hôtesse d'accueil, Barbara traverse l'imposante entrée de marbre d'une allure décidée, s'engouffre dans l'ascenseur et appuie sur le 12. Arrivée à destination, elle sort de la cabine et, sans l'ombre d'une hésitation, prend à droite. Au bout du long couloir, elle s'arrête devant la porte 1201, une lourde porte de bois portant la plaque « Alan Blair, avocat ». Lorsqu'elle entre, un léger carillon retentit. Alan Blair sort de son bureau, un dossier sous le bras. Apercevant sa fille, il jette le dossier sur la table de la réception et se précipite pour la prendre dans ses bras. « Barbara, ma chérie, oh, ça fait si longtemps. Comme je suis heureux de te revoir. Que deviens-tu ?»« Toujours à New York, papa. Toujours à mon compte. »« Magnifique. Je n'ai jamais douté que tu ferais une photographe de premier plan, ma chérie. Tu sais que tu m'as beaucoup manqué, hein ?» Barbara ne répond rien. Elle ne peut pas dire à son père que, depuis sa dernière visite 4 ans auparavant, depuis ce matin horrible au bord du lac Tasca, la simple idée de le revoir lui donne des hauts le cœur. « J'ai énormément de travail, papa. C'est ce que tu me disais déjà toi-même lorsque tu n'avais pas une seconde à me consacrer quand j'étais petite, non ?»« Ah,
Ma chérie, je reconnais que j'ai été en dessous de tout. Mais comment crois-tu que j'ai réussi à monter mon cabinet, à t'envoyer dans les meilleures écoles et à t'offrir tous ces voyages en Europe par l'opération du simple esprit? Si ta mère n'était pas morte quand tu étais bébé, tout se serait passé différemment, Barbara. Mais je n'étais pas de taille à assumer en même temps le rôle du papa et celui de la maman, vois-tu. Je t'ai donné de l'argent et des jouets de luxe, mais tu attendais autre chose, je le sais bien. Je ferai tout pour que tu me pardonnes. Barbara n'en croit pas un traître mot. Les soirées mondaines, les femmes, les parties de tennis, de golf, c'était ça, la vie de son père. Et il n'y a aucune raison pour que ça ait changé. Est-ce qu'il couche toujours avec cette Julie Stewart? Barbara jette un coup d'œil sur la porte du bureau de la secrétaire de direction, mais lit un nouveau nom sur la plaque. Donc, apparemment, il ne couche plus avec Julie Stewart. Papa, j'ai fait le détour par ici en rentrant à New York pour t'annoncer une nouvelle. Il y a 6 mois, j'ai fait une demande pour entrer en faculté de droit à Columbia. Je viens de recevoir la réponse. Je suis admise. Je commence début mai. Très bien, Barbara. C'est tout l'effet que ça te fait, papa? C'est que je ne suis pas certain que ça te convienne, ma chérie. D'autant que tu sembles très bien réussir dans la photo. Alors, pourquoi? Je veux changer le monde, papa. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes. Et nous avons du pain sur la planche. Ma chérie, je n'ai pas l'intention de donner dans l'antiféminisme primaire. Mais sais-tu seulement à quoi on s'expose quand on choisit le barreau? Puis-je me permettre d'essayer de te faire changer d'avis, ma chérie? Oh, je sais que de toute façon, tu n'en feras qu'à ta tête, mais donne-moi au moins une chance, une petite chance. Écoute-moi bien. La première chose qu'il te faudra accepter dans le métier, c'est le système. Oui, le système. C'est-à-dire que tu devras laisser au vestiaire toutes tes idées sur le bien, sur le mal. Tu agiras froidement, en technicienne. Tiens, je vais te donner un exemple. Suppose que la cour te charge d'office de défendre un pauvre type sans ressources, accusé de viol. Tu sais qu'il est coupable, il te l'a avoué. Pourrais-tu plaider non coupable, passer la victime au grill et lui faire déballer devant la cour les plus infimes détails de sa vie sexuelle? Pourrais-tu faire éclater la malheureuse en sanglots, lui faire piquer une crise de nerfs de façon que le jury pense qu'il s'agit d'une nymphomane, d'une détraquée? Ce serait pourtant ton devoir envers ton client, ma chérie. Si tu ne te montrais pas à la hauteur et que le type fût condamné, une cour fédérale casserait probablement le jugement pour défense insuffisante. Voilà le système, Barbara. Papa, le système, ou ce que tu appelles, toi, le système, vaut ce qu'il vaut. Il n'est ni meilleur ni pire qu'un autre. Mais c'est l'image que tu en donnes, toi, qui est écœurante. Je connais pas mal d'avocats qui pensent différemment. Écoute-moi, ma chérie, écoute-moi bien. Je n'aime pas revenir sur le passé, mais il faut absolument que tu me comprennes. Barbara, une vie d'avocat, c'est comme ça, que tu le veuilles ou non. Tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 4 ans, au bord du lac Tasca? Bien sûr qu'elle s'en souvient, Barbara. Qui pourrait oublier une telle horreur? Mais au fait, que s'est-il passé il y a 4 ans sur les bords du lac Tasca? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Barbara ne s'en souvient que trop bien. Elle revoit cette matinée dans ses moindres détails. Elle vient de terminer ses études de photo et son père lui propose d'aller se reposer quelques jours dans leur confortable chalet au bord du lac Tasca. Au téléphone, il lui a dit « Reste-y tous l'été si ça te chante, ma chérie. Je viendrai quand je pourrai et j'amènerai peut-être Bob, mon nouvel associé.
Tu ne l'as pas encore rencontré, je crois. Effectivement, une semaine plus tard, la Jaguar de son père, suivie d'une petite Ford décapotable, se gare dans la clairière. Son père et un grand jeune homme aux longs cheveux impeccables entrent dans le salon. Dès que son père lui présente Bob, son associé, Barbara éprouve un sentiment de malaise. Les deux hommes ont beau sourire et être associés, il règne entre eux une tension presque palpable. Dans la soirée, pendant que Alan Blair est descendu faire des achats au village, Barbara, qui est très jolie, s'attend à ce que Bob lui fasse un brin de cour. Mais elle a la surprise plutôt désagréable de constater que celui-ci n'en a pas du tout l'intention. Apparemment, il préfère parler de lui et d'Alan. Nous formons une bonne équipe, Alan et moi, vous savez. Moi, je trouve les clients, généralement de jeunes chefs de petites entreprises, et Alan, votre père, s'arrange pour qu'ils aient besoin de nos services et qu'ils paient des honoraires réguliers. Votre père et moi sommes ensemble depuis 8 mois à peine, et nos revenus ont déjà augmenté de 167%. Je touche, bien entendu, la moitié des bénéfices, sans compter les petits à côté, n'est-ce pas? Il a dit ça de telle façon que Barbara comprend que par « à côté », Bob entend les faveurs de quelqu'un, ou plutôt de quelqu'une du cabinet. Et, comme à sa connaissance, la seule femme du bureau, Julie Stewart, couche avec son père depuis 2 ans, elle se demande si ce n'est pas là la cause de la tension qui règne entre les deux hommes. Un peu plus tard, quand la Jaguar se gare en trombe devant le chalet, Alan Blair fait irruption, un carton de victuailles dans les bras, en maugréant. « Mon Dieu, il va falloir que je fasse venir quelqu'un la semaine prochaine pour installer un système d'alarme. »« Que se passe-t-il, Alan ?»« Mais c'est dans le journal. Un fou dangereux, probablement un malade échappé d'un asile, traîne dans le coin. Il s'introduit dans les maisons, sans doute, pour se ravitailler. Mais le problème, c'est qu'il tue quand on le surprend. Une pauvre femme de Shannon Crossing a été poignardée hier soir. Mais bon sang, Barbara, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? »« Mais, papa, je n'ai pas ouvert un seul journal depuis que je suis ici. »« Eh bien, Bob, on a bien choisi notre moment pour venir ici. Il faudra qu'on vérifie les fusils de chasse avant de nous coucher, mon vieux. » Après le dîner, Bob sort son petit magnétophone pour faire écouter à Barbara sa musique préférée. Il s'installe près de l'âtre et met la musique en sourdine pour ne pas déranger Alan, plongé dans ses dossiers. Il s'agit d'un client qui, après avoir occupé un poste de direction dans une compagnie de cosmétiques, s'est vu remercier sans motif valable. L'affaire doit passer devant la Cour suprême et une audience est prévue pour le lendemain. Vers 11 heures, Alan décide d'aller se coucher. « J'ai 150 kilomètres à faire, les enfants. Il faudra que je parte à l'aube. Si tout va bien, je serai de retour pour dîner. Surtout, n'oubliez pas de fermer les fenêtres avant de vous coucher, hein. Allez, bonne nuit, les enfants. » Bob et Barbara écoutent encore quelques cassettes avant de se séparer pour aller dormir, eux aussi. Le lendemain matin, à 8 heures, le téléphone réveille Barbara. C'est son père. « Allô, Barbara, excuse-moi de te déranger si tôt, ma chérie, mais j'ai un petit problème, voyez. Je suis sur l'autoroute 37 à une centaine de kilomètres du chalet. Je me suis arrêté pour boire un café et relire certaines notes, et je viens de m'apercevoir qu'il m'en manque. Sans doute, Bob les a-t-il glissés par erreur dans ses propres dossiers. Peux-tu l'appeler, ma chérie? »« Mais papa, je pense qu'il dort encore. Il est à peine 8 heures. Je vais aller frapper à sa porte. » C'est alors que le cri retentit. Un cri comme elle n'en a jamais entendu, un cri qu'elle n'oubliera jamais. À l'autre bout du fil, Alan Blair s'inquiète. « Barbara, que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que c'est que ce cri ?»« Je ne sais pas, papa. Ça vient de la chambre de Bob. Un instant. » Déposant le téléphone, Barbara se dirige vers la porte. Elle frappe, vainement, 4 ou 5 fois, et, rassemblant tout son courage, elle ouvre. Elle hurle aussitôt en portant les mains à sa bouche. Le soleil inonde la pièce et se reflète sur le magnétophone qui ronronne doucement. Bob a les yeux grands ouverts. Le manche de corne d'un couteau de chasse sort de sa poitrine. Le lendemain, Alan Blair doit louer un avion ambulance pour ramener Barbara, choquée, à la maison.
On n'a jamais retrouvé le fou évadé de l'asile. C'était il y a 4 ans. Barbara, ma chérie, suppose qu'on arrête ce fou aujourd'hui. Que ferait l'avocat de la défense? Mais c'est simple, papa. Soit il plaiderait coupable, soit il plaiderait la folie. Eh bien non, Barbara, vois-tu. Non seulement on ne pourrait pas le condamner, mais on ne pourrait même pas l'inculper. À quelle date Bob a-t-il été assassiné? En août 72, papa? Nous y voilà. Eh bien, Barbara, chérie, à cette époque, la Cour suprême a considéré la peine de mort comme cruelle et inhumaine sur une période allant de juin à novembre, de telle sorte que les crimes commis à cette époque se trouvent soumis à la législation générale en ce qui concerne la prescription, à savoir 2 ans. En clair, Barbara, si tu as assassiné quelqu'un à cette période, mais que tu ne t'es pas fait pincer dans les 2 ans qui ont suivi, tu ne risques rien. Absolument rien. Barbara reste sans voix. 1 heure plus tard, elle sort du bureau de son père, pâle, les lèvres tremblantes. Pas tellement à cause de ce que son père lui a dit, mais de ce qu'elle sait. Du moins, ce dont elle est persuadée. À savoir, c'est son père, l'avocat Alan Blair, qui a tué Bob. Le mobile, il saute aux yeux. Une fois Bob liquidé, les bénéfices de tous les contrats lui reviennent, et du même coup, Julie Stewart lui revient. Julie Stewart, que le jeune homme lui avait soufflé. Comment s'y est-il pris, mon Dieu? Le plus simplement du monde. Il a garé la Jaguar non loin de là, dans un bosquet. Ensuite, il a poignardé Bob et a mis une cassette dans le petit magnétophone. Une cassette ne contenant qu'un cri atroce. Un cri programmé pour éclater à exactement 8 heures du matin. Le seul risque fut que quelqu'un s'intéressât à la cassette, mais personne n'y a prêté attention. Et comme le crime a été commis entre juin et novembre 1972, et comme l'avocat Alan Blair n'a eu, et pour cause, aucun problème avec la loi les 2 années qui suivirent, comme quoi il est indispensable de bien connaître la loi quand on a l'intention de supprimer son associé. Décidément, la justice n'est pas de ce bas monde. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, la leçon de choses de Francis Nevins Jr.